Salut les amis, bienvenue dans ce nouveau JT du grenier où je fais ma mise au point sur mes trois petits singes de la sagesse qui vous saluent et dont on n'a pas bien besoin dans ce bas monde. Vu que tout est en train de partir en vrille sous vos yeux ébahis, vous avez vu ce qui s'est évidemment passé ce week-end. Trump, Zelensky, la guerre secrète entre mondialistes et souverainistes pour le nouvel ordre mondial. C'est ça le marqueur, c'est une guerre quasi qui est de moins en moins secrète, de plus en plus ouverte entre deux conceptions du nouvel ordre mondial. C'est ça le marqueur, c'est ce que je vais vous démontrer aujourd'hui, puisqu'évidemment, dans le JT du grenier, affirmation ne vaut pas argumentation, donc on argumente, on explique, on justifie, et puis évidemment, vous aimez, vous likez, vous partagez, vous vous abonnez, c'est gratuit, puis vous activez la petite cloche pour recevoir les notifications. Guerre secrète, mondialisme, en fait nouvel ordre mondial contre nouvel ordre mondial, c'est ça le marqueur de tout ce que vous êtes et tout ce que nous sommes collectivement en train de vivre et de ce qu'il s'est passé sur la rencontre Trump-Zelensky. Alors, qui a été agressif? Est-ce que c'est Trump qui est méchant? Est-ce que c'est J.D. Vance qui est encore plus vilain? Est-ce que c'est Zelensky qui a dit un gros mot à un moment donné, comme certains peuvent le dire? Bref, en fait, tout ça, c'est encore une fois l'histoire du doigt et de la lune. Le sage montre la lune du doigt, l'imbécile regarde évidemment non pas la lune mais le bout du doigt, et ça c'est exactement ce qui est en train de se passer. Ce qui est important, c'est pas ce que vous avez vu, c'est ce que vous n'avez pas vu. Et c'est ça dont on va parler. Cette histoire d'ordre mondial contre nouvel ordre mondial. Alors lorsque j'étais jeune, très jeune, mon professeur de sciences économiques, je devais être en terminale, nous avait fait lire un livre qui s'appelait « Capitalisme contre capitalisme ». Alors pour ceux qui ont lu ce livre, eh bien, c'est un petit clin d'œil, nouvel ordre mondial contre nouvel ordre mondial, à ce titre de livre, capitalisme contre capitalisme, parce qu'évidemment, vous avez plusieurs types de capitalisme au même moment. Le capitalisme qui s'exprime en France, c'est pas celui qui s'exprime aux États-Unis, c'est pas celui qui s'exprime en Argentine, c'est pas celui qui s'exprime en Chine. Donc vous avez 50 nuances, non pas de gris, mais de capitalisme. Et bien là, vous avez des nuances de nouvel ordre mondial, le nom, de grande réinitialisation, the Great Reset, le grand reset. D'accord? Et je le prononce comme je veux. Voilà, parce que c'est mon jeu. Alors, Trump-Zelensky, en fait, là, maintenant, c'est super, il est en guerre contre Moscou et contre Washington. Je pense que quand on est l'Ukraine avec 30 millions d'habitants et déjà presque 3 ans de guerre et 1 million de morts, je pense que c'était effectivement une super idée que de se mettre tout le monde à dos. Et ça, si vous voulez, c'est pas Trump, il est gentil, Trump, il est méchant, Vance, il est gentil, Vance, il est méchant, et puis Zelensky, il est que gentil. On s'en fiche, en fait. La réalité, c'est quoi l'objectif de Zelensky? Et vous allez voir, on va revenir là-dessus, sur c'était quoi l'objectif et qu'est-ce qui se passe quand on perd de vue un objectif, quand on est dans des négociations internationales et dans des moments d'immense tension. Donc vous avez tous vu les images de l'accrochage évidemment entre Trump et Zelensky. Ce qui vient de se passer est diplomatiquement très grave. Vous avez également vu les images de l'ambassadrice ukrainienne à Washington qui fait comme ça, se pince le nez, penche la tête, dit, ah là 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 là, on voit visuellement, oh mon Dieu, c'est une catastrophe, le truc part en vrille. Macron avec Starmer, l'anglais, sont évidemment à la manœuvre pour s'aborder ce processus-là de paix, parce que pour le moment, ils ne veulent pas de paix. Et il y a une clé de lecture qui n'a toujours pas été donnée et qui est essentielle. Alors, c'est la clé, donc c'est 2 LE, pour comprendre ce qui se passe. Et je vais vous la donner, mais pas tout de suite. Alors, je vais du verbe V, allez, vous la donner, évidemment. Alors, Trump
L'homme sans idéologie. Alors, je vais vous faire une petite digression et je voulais vous parler de deux petites choses. Alors, ça, c'est Monsieur Haro, qui est un intervenant régulier sur LCI. Et donc, il a dit dans cette interview, vous avez le tweet ici, vous pourrez la retrouver, J.D. Vance est un idéologue, c'est un occidentaliste qui considère que la civilisation, c'est l'Occident. Gérard Haro qui se demande combien de temps Trump le supportera. Alors, je trouve ça passionnant parce que moi, j'ai une analyse, mais alors totalement, radicalement différente de ce que pense M. Haro. Donc pour lui, Donald Trump n'a pas de prisme idéologique, je le cite, son idéologie c'est Donald Trump et lui-même, seul compte les États-Unis, les États et les intérêts des États-Unis. C'est complètement faux, Trump a parfaitement un corpus idéologique, mais alors extrêmement fort. Ce corpus, il est effectivement, seuls les États comptent, on est d'accord. Ça s'appelle un corpus souverainiste, ça s'appelle un corpus où vous mettez la nation avant tout. Il a un corpus économique, j'en ai parlé plein de fois, avec une stratégie extrêmement claire, donc dire qu'il n'a pas de prisme idéologique, c'est faux. Il a un prisme idéologique, lui aussi, parfaitement occidentaliste. Tout ce qui est fait contre le wokisme, etc. Pareil, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais c'est fait dans leur idéologie à eux et dans leur stratégie à eux pour renforcer les États-Unis dans une compétition qui est une compétition mondiale avec en ligne de mire évidemment l'éducation chinoise. Et dans l'éducation chinoise, on ne vous laisse pas vous sentir licorne à crête rouge, même si vous avez le droit de vous amuser avec les petits dragons, les machins, les pétards, etc. Il n'y a pas de problème, mais vous n'êtes pas, on ne vous laisse pas sentir écureuil ou comme on est en Chine panda quoi, d'accord, donc panda bicolore noir blanc, non hein, vous n'avez pas le droit d'être panda bicolore, vous allez à l'école, vous bossez, puis vous avez intérêt à bien vous tenir, et si jamais vous êtes pas sage, c'est 2 baffes, crédit social et la prison. J.D. Vance, lui, dit-il, est un idéologue, un occidentaliste, c'est quelqu'un de très cultivé, y compris sa femme et son fils de 10 ans. Je vous invite vraiment à aller voir ça, mais évidemment que J.D. Vance est quelqu'un de très cultivé, évidemment qu'il est occidentaliste, c'est-à-dire que Vance, comme Trump, défendent la vision de la culture occidentale au sens large, celle des cathédrales, du christianisme, de l'architecture, de Mozart, de Beethoven, de Léonard de Vinci, de la Renaissance, de la séparation de l'Église et de l'État, et blablabla, et blablabla, de la finance anglo-saxonne, tout ce que vous voulez qui effectivement correspond à la civilisation occidentale. Oui, oui, tout à fait. C'est effectivement un corpus idéologique parfaitement partagé entre Trump et J.D. Vance. Et vous avez remarqué la place que prend le vice-président des États-Unis et que Donald Trump laisse la place à J.D. Vance. Il laisse ce vice-président exister, il laisse ce vice-président montrer qu'il existe, se former, et il laisse ce vice-président monter en compétences, monter en popularité. Il est associé à tous les grands événements de manière publique. Il va faire une conférence à Munich, il fait un voyage, il se trimballe avec sa femme et ses enfants. Elon Musk montre son fils dans le bureau ovale avec Trump. N'imaginez pas un seul instant que Trump ne soit pas au courant et que les services secrets de protection ne soient pas au courant qu'il y a un sale gosse qui va venir dans le bureau ovale et qui est le sale gosse d'Elon Musk et qui va mettre le bazar, ou que Vance va se balader avec femme et enfants dans son périple européen et se faire filmer à chaque fois avec son épouse et ses enfants. Et l'objectif, au cas où ça vous aurait échappé, dans cette vision idéologique, et Trump a un prisme idéologique qui est en aucun cas Trump, que lui et son argent, c'est le degré zéro de l'analyse. Oser simplement penser ça, c'est être soit intellectuellement affligeant, soit être uniquement dans la propagande et l'anathème à l'égard de ces gens-là, que, encore une fois, vous pouvez ne pas aimer, c'est pas le sujet, mais ne pas aimer ne constitue pas une analyse. L'analyse, vous l'avez compris, c'est remettre la famille au cœur de ce que vous voyez avec vos yeux. On vous remet des femmes et des enfants et un papa et la masculinité, etc., etc. Tout ça, c'est volontaire. C'est fait exprès. C'est pas anodin.
il y a une volonté derrière, évidemment, de rupture idéologique majeure. Donald Trump, Elon Musk et J.D. Vance ne sont que les représentants et les délégués du retour d'une idéologie beaucoup plus traditionnelle et qui est celle sur laquelle effectivement d'abord se construit quasiment toute civilisation, se construit sur la famille, le clan, la tribu, ce que vous voulez, mais la cellule de base, que ce soit en sociologie, en économie ou tout simplement dans la vie, c'est évidemment la cellule familiale. Et quand la cellule familiale est dysfonctionnelle, toute la société est dysfonctionnelle. Voilà, hein, c'est assez simple et c'est 10 000 ans d'histoire qui vous le racontent. La cellule familiale fonctionnelle rend évidemment une société fonctionnelle. C'est ça qui est en train de se passer sous vos yeux. Donc, quand M. Haro dit qu'il n'y a pas de corpus idéologique, soit il ment, soit il fait une erreur d'analyse fondamentale, soit il est dans la propagande, soit il est dans l'erreur, peu importe, hein, où il n'a pas libellé ou dit les choses telles qu'il souhaitait les dire, mais il y a manifestement un problème majeur. Il dit également qu'il a écrit un livre remarquable en parlant de J.D. Vance. Oui, c'est Hillbilly Elegy. Je vous en avais parlé avant que J.D. Vance devienne vice-président. Et c'est un livre que je vous invite à lire avant qu'il devienne président, puisque pour ceux qui n'ont pas encore compris, il n'y a pas que Donald Trump qui compte pour Donald Trump. Donald Trump sait qu'il a 77 ans. Donald Trump sait qu'il pourrait tout à fait ne pas terminer ce mandat. Et Donald Trump est en train de vous créer, de vous monter, de laisser la place volontairement au futur président des États-Unis, qui lui est suffisamment jeune pour pouvoir faire 2 mandats derrière. Et donc, si dans un monde idéal, et Dieu prête vie à Donald Trump, dans l'esprit de Donald Trump, pour un mandat de 4 ans, plus 8 ans de J.D. Vance derrière, ça fait 12 ans pour changer le monde, changer les États-Unis d'Amérique et Make America Great Again. Voilà le plan de Donald Trump, voilà l'idéologie qu'il y a derrière. N'imaginez pas un seul instant que ces gens soient creux ou vides ou qu'ils n'aient pas d'idée. Quand J.D. Vance, il vient d'une famille tellement modeste, d'une cellule familiale qui est tellement déchirée, alcoolisme, mère célibataire, les copains qui défilent, qui frappent sa mère, il dort dans les voitures, il est SDF, gamin, bref. Ce type-là a une vie de Cosette américaine des temps modernes, et donc il va prendre, bien entendu, le contre-pied de ce qu'il a vécu. C'est donc le retour de la famille et donc l'idéologie que Haro va dire occidentaliste, presque comme si c'était un gros mot. C'est effectivement le retour à ce qui a fait la grandeur de la civilisation occidentale et donc la grandeur des États-Unis d'Amérique. Et donc l'une des valeurs pour assurer cette grandeur ou ce retour à la grandeur, c'est évidemment la liberté et non. La liberté n'est jamais un problème. Plus nous sommes libres, plus nous sommes créatifs, plus nous sommes entreprenants, plus nous sommes heureux. Vous voyez bien que notre pays qui sombre dans l'étouffement entre les normes, les règles, les obligations, les interdictions, tout ce qu'on peut dire, surtout pas dire, pas penser, bon, bref, vous voyez bien que ce pays est en train de s'étioler et de s'étouffer lui-même, et vous voyez bien que collectivement, nous sommes infiniment moins heureux que ce que nous pouvions être heureux dans les années 80, 90 ou même 70. Plus nous évoluons, plus nous avons de bidules, plus nous avons de confort matériel, moins nous sommes heureux et plus notre consommation d'antidépresseurs collectivement augmente. Je crois qu'il y a quelque chose dont il faut se rendre compte, ça va très mal. Voilà. Et donc, vous avez une rupture aux États-Unis. Alors, l'autre idée que je voulais partager avec vous, puis vous allez voir tout ça, ça va se mettre en place petit à petit, c'était qu'il faut comprendre les dynamiques d'une crise quand on est dans une négociation. Donc vous avez différentes phases. Là, on est dans la phase qui est paroxystique avec ce que nous avons vu entre Trump et Zelensky. C'est la situation absurde. Alors, c'est de l'accumulation d'anxiété ou de difficultés. On voit bien ce qui s'est passé avant que la guerre en Ukraine ne se déclenche par l'invasion russe de 2022. Mais en réalité,
La guerre en Ukraine a commencé il y a bien longtemps, puisque dès 2014, vous avez des combats lancés par l'armée ukrainienne dans le Donbass séparatiste, qui est évidemment très pro-russe et russophone, et donc vous avez une quasi-guerre civile avec des milliers de morts en Ukraine avant l'invasion, et c'est pour ça que vous avez Donald Trump qui dit ou sous-entend, ou J.D. Vance qui dit ou sous-entend, mais non, mais c'est pas Poutine qui a forcément commencé, si vous voulez, c'est l'Ukraine qui a commencé à taper évidemment sur les pro-russes et sur ces séparatistes dans le Donbass à partir de 2014. Et donc, l'invasion russe, aussi stupide soit-elle, vient en réaction de tout ça, etc. etc. Donc après, c'est qui de l'œuf ou de la poule? On peut épiloguer pendant des années et des décennies sur le débat, mais en attendant, c'est la guerre, vous avez des centaines de milliers de morts, et donc il faut évidemment essayer d'en sortir. Vous avez un phénomène déclencheur, vous avez une amplification. Bon, on va dire que là c'était les séparatismes, là c'est quand l'Ukraine commence à attaquer le Donbass. L'amplification, évidemment, Poutine lance l'invasion de l'Ukraine en 2022. On perd tous de vue progressivement notre objectif, et c'est exactement ce qui est arrivé à Zelensky dans le bureau ovale. C'était quoi son objectif vis-à-vis de Donald Trump et vis-à-vis des États-Unis? Quand bien même Zelensky n'est pas pour cette paix-là, quand bien même il n'a pas envie de brader ses terres rares, enfin tout ça, ça peut tout à fait se comprendre et ça peut tout à fait s'entendre. Il n'empêche que son objectif doit être de trouver un accord et le meilleur deal possible, le meilleur accord possible de paix pour son pays, d'en sortir au maximum par le haut, malgré les difficultés, de ne pas s'aliéner le soutien évidemment américain, qui est militairement indispensable. Stratégiquement, je ne veux même pas dire indispensable, c'est une évidence. Et puis en termes de renseignement, le mot indispensable n'est même plus suffisant pour décrire l'importance cardinale du renseignement satellite électronique américain pour faire face, bien entendu, à l'armée russe. Donc, quand on perd son objectif de négociation de vue, on en arrive à une situation absurde où vous vous retrouvez avec Zelensky, qui réussit à se fâcher de manière publique. Là, on n'est même pas dans une pièce fermée où après on peut dire ce qu'on veut pendant le communiqué final et rattraper le coup. Non, on se fâche publiquement devant les caméras. C'est une situation complètement absurde et puis peut-être pas complètement au paroxysme de la situation, nous verrons bien. Ça peut encore monter, mais enfin voilà quelles sont les différentes phases. Et même si ça monte encore un petit peu, soit nous terminons en guerre, troisième guerre mondiale nucléaire, soit bien évidemment ça va s'apaiser, on va avoir une fin de chaos et on va retrouver une nouvelle cohésion et donc un règlement à la situation. Ça se passe toujours comme ça. Après la pluie, vous avez toujours le beau temps. Après les guerres, vous avez toujours la paix. La seule question, c'est de savoir combien de gens vont continuer à mourir pour rien ou pour pas grand-chose. Et c'est les derniers morts avant les accords de paix ou les trêves sont évidemment les morts les plus absurdes, si tant est que les morts d'avant le soient un petit peu moins. Voilà, on est à 1 million de morts aujourd'hui sur cette guerre. C'est une guerre de très très haute intensité, c'est une guerre de tranchées comme il y en avait en 14-18, c'est une guerre de drones, c'est la guerre des drones et c'est une guerre abjecte avec une violence effroyable, voilà, où l'homme, où les jeunes soldats se font tout simplement pas trouer la peau, ils se font exploser la peau, et cette guerre est d'une violence abjecte. Et heureusement qu'on ne vous montre pas les images que moi je peux voir tous les jours de ce qui se passe sur la ligne de front en Ukraine, parce que je peux vous assurer que là, jamais les Occidentaux, les Européens ne pourraient tenir le discours qu'ils tiennent sur la nécessité de continuer cette guerre. Cette guerre ne doit pas se continuer, elle doit s'arrêter, parce que c'est une véritable boucherie, telle que nous n'avons pas connue avant les autres guerres mondiales. Alors justement, je vous partage également ce dernier tweet, l'un des derniers tweets d'Elon Musk, qui tweet une image avec un tramway qui roule sur les gens sur la voie. Vous pourrez télécharger cette présentation sur le site Insolentiae demain, gratuitement, dans l'édito qui portera le titre de cette vidéo. Voilà, donc JT du Grenier, etc. Vous regardez et vous trouverez je vous mettrai le lien. Et donc,
you can't stop the tram at any moment, but you refuse because you need guarantees that it won't start moving again in a few years. En clair, vous pouvez arrêter le mouvement du tram à n'importe quel moment, mais vous refusez de le faire sous prétexte que, éventuellement, il pourrait redémarrer et retuer des gens dans quelques années. C'est évidemment une dénonciation de la dialectique de Zelensky qui dit moi, je veux des garanties de sécurité avant de signer un cessez-le-feu parce que ça pourrait reprendre. Oui, mais enfin, évidemment que ça pourrait reprendre. Ça n'empêche pas de faire un cessez-le-feu. D'accord? Donc, factuellement, on fait un cessez-le-feu, on essaye d'arrêter de s'entretuer, c'est plutôt pas mal. Et puis après, on peut négocier et puis on verra bien si la guerre reprend ou reprend pas. Mais en attendant, ceux qui meurent aujourd'hui aimeraient bien cesser le feu tout de suite, quitte à remourir demain. Mais c'est toujours ça de gagner, parce qu'en fait, ils ne sont pas morts tout de suite et ils ne sont pas morts aujourd'hui. Donc c'est plutôt pas forcément une mauvaise idée. Donc ceux qui continuent à se faire écraser aimeraient bien que ce tramway soit stoppé. Et ce tramway n'est pas nommé Désir, petit jeu de mots que j'avais envie de faire pour ceux qui aiment le cinéma. Le grand reset ou nouvel ordre mondial, souvenez-vous, ça c'est Monsieur Schwab, Klaus Schwab, l'homme des hommes de Davos, celui qui incarne évidemment le grand reset, le nouvel ordre mondial, the New World Order, qui est le nouvel ordre mondial mondialiste, globaliste, le gouvernement mondial, la monnaie mondiale, le contrôle mondial, les règles mondiales, un monde unifié où on serait tous pareils et où il n'y aurait en réalité plus de diversité, hein, si ce n'est à la marge, toi tu as droit au couscous, toi à la paella, toi au bœuf carotte, enfin bon voilà, chacun ses spécialités culinaires, mais globalement ça s'arrêterait à peu près là. Donc vous avez d'un côté la vision, vous l'avez compris, du nouvel ordre mondial mondialiste, globaliste, et vous avez de l'autre côté le nouvel ordre mondial souverainiste. Emmanuel Macron, le président français, était à Porto ce week-end, et samedi, il y a un discours, il est reçu par le maire de Porto, qui est Rui Moreira, qui parle français de manière absolument remarquable, soit dit en passant, et qui accueille le président Macron, et qui va dire la chose suivante dans son discours. Vous tapez BFM, Rui Moreira, vous allez retrouver la vidéo. Le Portugal et la France partagent la même préoccupation quant à l'effondrement des démocraties libérales, la désintégration du monde occidental et la transition. C'est là la phrase la plus importante et la clé de lecture de tout ce qui se passe actuellement, que ce soit dans le bureau ovale, que ce soit en Angleterre, que ce soit en Europe, que ce soit sur le front ukrainien. Tout ça, c'est compréhensible avec la clé de lecture qui est évidemment la transition vers un ordre mondial souverainiste. L'Union européenne se doit de répondre. Donc l'Union européenne, Macron, l'Union européenne, les pays de l'Union européenne sont dans une vision européiste, mondialiste et globaliste. Ils veulent éradiquer les États-nations pour faire émerger une Europe fédérale participant à un gouvernement mondial. Ils sont donc globalistes. Voilà. C'est pas ni bien ni mal, ils sont comme ça. Et pour eux, le danger, c'est la désintégration du monde occidental et de ce globalisme occidental, puisque les États-Unis sont évidemment tombés, vous l'avez compris, dans le souverainisme, et vers un ordre mondial souverainiste qui pour eux est le danger. Donc le maire de Porto, en recevant Emmanuel Macron, vous a donné la clé de lecture la plus importante pour vous rendre tout ce qui se passe lisible. Nous sommes pris dans une guerre, et nous sommes les dégâts collatéraux de cette guerre, entre deux idéologies, contrairement à ce que disait M. Haro, expliquant que Trump n'avait pas d'idéologie à part Trump, ce qui est complètement faux, vous l'avez compris maintenant. Nous sommes dans une guerre de titans entre deux idéologies. L'idéologie qui peut mener à un nouvel ordre mondial globaliste avec un gouvernement mondial, une monnaie mondiale, etc., etc. Et donc, par définition, un gouvernement mondial que vous n'allez pas élire, si vous voulez, c'est la fin de la démocratie telle que vous l'avez connue, qui ne peut fonctionner qu'au niveau national.
pour avoir des représentants directs qui sont à portée de baffe et de contrôle électif. Évidemment, quand je dis portée de baffe, on parle de baffe électorale, c'est une image, c'est une métaphore, ce n'est pas une incitation à la violence sur vos élus, bien entendu, d'accord? Et quand vous allez en face, eh bien vous avez en face l'idéologie opposée qui est la souveraineté et donc un nouvel ordre mondial multilatéral en opposition à un nouvel ordre mondial globaliste. Vous avez du multilatéral, du souverainisme et un nouvel ordre mondial basé sur les accords entre les nations, entre les pays et donc le contrôle démocratique ou pas démocratique de chaque nation faisant son affaire de son système politique, mais ce n'est pas un truc imposé à partir de Bruxelles ou à partir de Washington ou que sais-je, ou de New York où siégerait ce nouveau gouvernement mondial. Voilà la clé de lecture principale qu'il était important de vous livrer. C'est bien nouvel ordre mondial globaliste contre un nouvel ordre mondial potentiellement souverainiste. Et aujourd'hui, nous avons les souverainistes qui sont au pouvoir aux États-Unis et qui essayent d'entraîner avec Poutine à Moscou et en Russie, Xi Jinping en Chine et à Pékin, et bien là, vous avez effectivement des souverainistes, donc ils sont effectivement tous d'accord pour un nouvel ordre mondial souverainiste et multilatéral, oserais-je même dire un ordre mondial trilatéral, États-Unis, Russie et Chine, pour les trois plus grandes puissances. Voilà tout le sujet que je traite dans le dossier qui est en ligne dans vos espaces lecteurs. Vous pourrez vous abonner en cliquant là-haut. Donc un Yalta 2.0 et si Trump déclenchait le grand reset en se partageant le monde avec Poutine et Xi Jinping, donc avec la Chine et la Russie, vers un ordre mondial trilatéral, c'est la clé de lecture de ce qui se passe. Ce n'est pas encore gagné. Que ce soit dans un sens ou dans un autre, personne n'a gagné. Aucun des camps n'a gagné. Et vous voyez bien que ce qui est en train de se passer sous vos yeux, c'est le combat diplomatique, la guerre entre ces deux camps qui s'opposent. Emmanuel Macron, le président français, est clairement quasiment en tête aujourd'hui du nouvel ordre mondial globaliste. Et c'est quasiment celui qui a pris et qui est en train de reprendre le leadership sur ce sujet-là face à Donald Trump et à J.D. Vance, le président et le vice-président des États-Unis, qui est en train d'émerger comme une figure politique incontournable outre-Atlantique et que Donald Trump laisse émerger, il lui laisse la place politique. Inutile de vous dire qu'Emmanuel Macron ne laisse pas beaucoup la place politique à d'autres pour pouvoir émerger, d'accord? C'est moi. Et en fait, on accuse Donald Trump de faire moi, alors que pas du tout. Vous voyez bien que Trump, le milliardaire qui n'a pas de problème d'ego, lui, il n'a aucun souci pour envisager la suite, sa succession, et évidemment faire émerger son successeur qu'il est en train de préparer sous vos yeux, et c'est évidemment J.D. Vance. Bref. Il se passe des choses, vous l'avez compris, absolument phénoménales, absolument fascinantes, absolument passionnantes et porteuses d'un extrême danger, d'une extrême instabilité, puisqu'encore une fois, la pièce a été lancée, mais on ne sait pas de quel côté elle va retomber. Un nouvel ordre mondial mondialiste, un nouvel ordre mondial souverainiste. Rien ne va plus, les jeux sont faits, mais le résultat est loin d'être donné, garanti ou même déterminé. Nous sommes en pleine phase de lutte, c'est une guerre de titans. Et donc, dans ce dossier, je vous analyse rapidement les deux hypothèses, ordre mondial globaliste, souverainiste, et qu'est-ce que ça implique notamment en termes de Yalta égale Bretton Woods égale nouveau système monétaire international, par exemple. Qu'est-ce qui se passe dans un cas, qu'est-ce qui se passe dans l'autre, et mes monnaies, et les risques, c'est pas évidemment du tout la même chose parce que c'est pas du tout la même chose qui est prévue, ni dans un cas ni dans l'autre. Bref, voilà ce que je voulais partager. Ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez vous abonner à la lettre stratégie, c'est là-haut pour aller télécharger le dossier dans vos espaces lecteurs. Et puis pour le reste, partagez cette vidéo
sans hésiter et sans modération, mettez des pouces. Venez me rejoindre sur Twitter, X maintenant, @insolentiae. Vous me retrouverez pour me suivre là-dessus ou abonnez-vous gratuitement à la lettre d'information du site insolentiae.com. Passez une bonne semaine les amis, prenez grand soin de vous et à la semaine prochaine. Salut!